vamos a ir comenzando este encuentro mientras se siguen sumando compañeros de distintos lugares, de distintos centros de investigación, universidades, profesionales también. Les agradecemos mucho desde aquí, desde la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, su presencia. Tenemos hoy el agrado de estar presentando este diálogo con Philippe Marion y André Gaudreau, que enseguida los van a estar presentando en conjunto esta actividad organizada con la revista Cine Documental, que en este momento está siendo dirigida por Tomás Crowder Taraborrelli y Lior Silverman. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, muy bien. Entonces, les quiero comentar simplemente que la Facultad de Arte, que está en la ciudad de Tandil, distante 400 kilómetros de Buenos Aires, tenemos una carrera específica y muchos de los docentes y estudiantes de la carrera están presentes en esta sala en este momento, sobre realización integral de artes audiovisuales. Por lo tanto, resulta muy interesante para nosotros y nosotras que está estableciendo este diálogo con quienes ya hemos leído en repetidas ocasiones y que particularmente vayan a hablar hoy de el audiovisual seriado. Sin más, les agradezco mucho. No me presenté, no está mi nombre aquí. Yo soy Javier Campo, el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte. Le doy la palabra a Tomás, Lior por la revista, luego se van a ir presentando a André, a Philippe, que van a estar hablando en su lengua naturalmente y vamos a estar traduciendo también. Gracias. Gracias, Javier. Bienvenidos y bienvenidas a este evento virtual organizado por la Universidad Nacional del Centro, como dijo Javier, y Revista Cine Documental. Muchas gracias a todos y a todas los que participaron de la organización del mismo, especialmente a Javier y al equipo de producción de UNICEN. Es un gran placer contar entre nuestros invitados a dos destacados profesores de cine y medios, André Gaudreau y Philippe Marion. André Gaudreau es titular de la Cátedra de Investigación, Estudios Cinematográficos y Mediáticos de Canadá, profesor investigador de la Universidad de Montreal, ganador del Premio Killiam en Ciencias Humanas, nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el año 2016. Philippe Marion es profesor de la Universidad Católica de Lovaina, investiga en los campos de la narratología mediática y el análisis comparativo de los medios de comunicación y el discurso mediático. Miembro fundador del Observatoire du Récit Médiatique y de l'École de Journalisme de Louvain. Sus publicaciones internacionales se centran en el estudio de las narrativas de la imagen, la comprensión de la cultura y los géneros mediáticos contemporáneos y la genealogía de los medios. Hoy nos hablarán sobre su ensayo Los intervalos seriales bajo el prisma de las series culturales, que será publicado en el mes de julio en la revista que codirijo junto a Lior Silverman. Agradecemos a Katia Andrea Morales Gaitán, que está acá con nosotros y va a traducir parte de la ponencia de Marion y Gaudreau, la excelente traducción al español del artículo. A continuación, uno de los fundadores de la revista Cine Documental, junto a Javier, Pablo Piedras, esbozará algunos de los ejes temáticos de los que nos ocuparemos hoy. Muchas gracias a todos por su atención y espero tengamos una discusión enriquecedora sobre streaming y plataformas digitales. Gracias, Tomás. Y antes de Pablo, déjenme recordarles también que está en la sala Miguel Santagada, que es profesor de comunicación, semiótica, aquí en la Facultad de Arte, en la carrera de realización que les comentaba. Él también va a estar participando en español, en francés, luego veremos. Y también están en la sala otras dos profesoras de nuestra facultad, colegas, que son Virginia Morazo y Cecilia Wolf, que también van a estar participando en este evento. Bueno, muchas gracias Javier, Tomás, por la invitación a participar en esta conferencia. En primer lugar, simplemente voy a hablar 5 minutos para introducir
algunos problemas que me parece que pueden ser interesantes para discutirlos posteriormente. Los problemas los planteé en torno al texto de Marion y Gaudriot, que va a ser publicado en la revista Cine Documental. Pero en primer lugar, quería decir que es un honor poder participar de este espacio, porque básicamente los libros de Gaudriot, particularmente sobre cine de atracciones, sobre narratología fílmica, el libro que Philippe Marion junto con André Gaudriot realizaron para reflexionar sobre el fin del cine, que es una temática que también reaparece en el ensayo que se va a publicar en la revista Cine Documental. Quiero decir que estos textos fueron auténticamente formadores, formativos y base para lo que es las carreras de cine y audiovisual en la Argentina. Los estudiantes los leíamos hace unos cuantos años y los siguen leyendo actualmente. Así que es un gusto participar de una charla en la que ellos van a ser los oradores principales. Bueno, voy a plantear solamente 3 ejes para poder reflexionar sobre el ecosistema audiovisual contemporáneo, las plataformas de streaming y la cultura digital. Creo que nos pueden servir como una referencia para el intercambio posterior con los autores. El primero de ellos tiene que ver con la noción de intervalo, que es una noción que justamente en su texto Los intervalos seriales, bajo el prisma de las series culturales, Gaudriot y Marion consideran que justamente los intervalos cumplen una doble función paradójica de vincular y desvincular los elementos dentro de una determinada serie cultural. De acuerdo con Marion y con Gaudriot, en el paisaje mediático contemporáneo, cada medio singular ocupa un espacio distinto. Las zonas de separación entre los medios son precisamente los intervalos, puesto que estos sirven para diferenciar a unos medios de otros medios. Entonces, una característica de la actual convergencia de medios es el acortamiento, el angostamiento de los intervalos identitarios para poder distinguir a unos de otros. Los autores señalan que el intervalo identitario del cine fue tradicionalmente, y ahí citan en su texto algunas referencias a Raymond Bellour y a Roland Barthes, que el intervalo identitario tradicional del cine fue las salas de exhibición como espacios de visionado colectivo. Sabemos actualmente que el sistema de salas ha entrado ya en una crisis desde por lo menos hace 3 décadas y más también, y que incluso los famosos complejos multisala lucen como una institución del pasado en la absoluta actualidad. La pandemia parece haber acelerado un proceso que de todos modos será inminente, la desaparición de las salas de cine tradicionales y también, creo yo, la drástica reducción de las salas dedicadas al estreno de cine mainstream. Si todo esto es así, algunas de las preguntas... Bien, se cortó Pablo, ¿no? No solo en mi computadora, Sí, sino en la de... Ahí va. Pablo, adelante. Tengo una conexión muy mala, pido disculpas. Empezá desde el comienzo, Pablo, no escuchamos absolutamente nada. Ah, ¿se perdió todo? No, el último minuto. Bien. Bueno, quería dejar planteadas algunas preguntas en relación con la noción de intervalo, ¿sí? Para no volverme repetitivo. Las preguntas tienen que ver con si estamos experimentando actualmente una nueva muerte del cine. Sí, ya perdí la cuenta de la cantidad de anuncios agoreros que existieron desde los 60 hasta nuestros días sobre la muerte del cine. ¿Cuáles intervalos no se han trastornado y podrían responder hoy a la ontológica pregunta baciniana sobre qué es el cine? ¿Cuáles son los intervalos que nos permitirían identificar las series audiovisuales que actualmente se consumen a través de Netflix, Amazon? Nos está ocurriendo nuevamente. Contemporánea, otra vez. Bueno, estamos mal. Bueno. Yo creo que va a ser mejor porque estuve todo el día así, lo traté de mejorar y no pude. Creo que va a ser mejor pasar a los autores para que esto no sea muy denso para todos, y si puedo mejorar la conexión, me conecto al final, cuando ellos terminen. Pablo, lo Lior,
Sí, Lior quiere decir Perdón, unas palabras, pero Pablo, también lo que puedes hacer es poner las preguntas en el chat y ahí las tenemos todos para utilizarlas como disparadores para la discusión. Perfecto, sin problema. Lior. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente. Agradezco también, me sumo a los agradecimientos de Tomás en nombre de la revista Cine Documental a la UNICEN, a la Facultad de Arte que ha hecho posible esta actividad, obviamente a los invitados también. Y quería agregar que también como parte de este encuentro, esta charla, están presentes Diego Zavala, del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y Agustín Muñoz, que si bien está en Francia en estos momentos, está representando a la FADU de la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Así que, sin más, damos paso entonces a los invitados principales y bueno, los escuchamos. Muchas gracias nuevamente por su presencia virtual, pero presencia al fin. André, si quieren empezar con su presentación. D'accord, de acuerdo. Ok. Free language. Ok. Gracias a todos por la invitación. Somos felicitados. Et pour le reste, je vais demander à Philippe, mon collègue, ami, co-auteur et collaborateur depuis des années, de dire une ou deux phrases en espagnol parce que lui parle bien espagnol. À toi, Philippe. En ouvrant ton micro, bien sûr. Philippe? Muchas gracias para esta presentación. Muy gratificación, mucha gratificación para nosotros. Vamos a presentar una comunicación a cuatro manos. Es muy difícil with the virtual system, pero vamos a tentar la cosa. Merci. Merci, Philippe. Donc, effectivement, c'est difficile un peu parce que Philippe et moi, on doit se coordonner sans se voir, sans se parler, mais ça devrait aller parce qu'on est assez habitués de travailler ensemble. On verra. Bon, d'abord, la communication va être en français. Je dis communication, même si au départ, ceux qui nous ont invités ont demandé qu'en principe, on ne fasse une communication que de 15 ou 20 minutes et on a négocié difficile, très dur avec eux pour monter jusqu'à 30 minutes. Parce que ce n'est pas une conférence qu'on fait, ce n'est pas une communication, pas une conférence à deux, c'est plutôt un genre d'échange, des rencontres, donc autour de notre article qui va être publié en espagnol. Donc, merci à Katia Morales qui l'a traduit et merci aux instances qui sont devant vous qui vont le publier dans la revue Ciné Documentale. Alors, donc, on va fonctionner comme suit, on va y aller par moment, et c'est-à-dire qu'on a à peu près 5-6 sujets, tous liés à Netflix ou les plateformes et le cinéma en salle. Je vais commencer, moi, le bal là tout de suite, mais Philippe va pouvoir intervenir au fur et à mesure. On va essayer de se donner la parole l'un l'autre. On ne sait pas ce que ça donne sur un site web, pas un site web, mais un site de téléconférence, de visioconférence comme celui-là. Bon, on verra ce que ça donne. Maintenant, à 4 ou 5 reprises, Katia va traduire l'essentiel des propos qu'on a tenus. Cela dit, dans les diapos, on a mis beaucoup de mots, pas parce que pour vous rendre les choses obscures, le contraire, parce que ceux qui ne parlent pas bien français vont voir les mots écrits et entendus, donc ils vont peut-être plus facilement comprendre, et ça va aider aussi pour la traduction, pour bien saisir les choses. Alors, cela dit, maintenant, je démarre le compteur. Alors, nous, la première chose qu'on s'est dit qu'on ferait, ce serait d'aller chercher les dernières nouvelles récentes sur les développements
des plateformes et des salles, toutes les dernières nouvelles qui sont produites, qui ont été produites au cours des dernières semaines, pour essayer de réfléchir à neuf aux différentes questions qu'on a étudiées qu'on étudie depuis plusieurs années, Philippe et moi. On a donc pas mal les pieds dans la réalité, dans l'actualité. Et ça aussi, ça nous permet de nous renouveler un peu parce que c'est sûr qu'on a déjà beaucoup fait de choses sur Netflix et là, on ne voulait pas présenter des choses trop simples ni simplistes. D'une part, d'autre part, on présumait aussi que tout le monde pouvait avoir lu l'article en espagnol vu que vous l'avez fourni, je pense que vous avez fourni un lien ou je ne sais pas trop quoi. Donc, de toute façon, on y va. Première chose qu'on s'est dite, c'est que ce serait bien qu'on réfléchisse, même si la plupart d'entre vous savez une bonne partie de ces choses-là, il y a quand même des réflexions secondaires qu'on peut mener sur le sens du beau mot Netflix. Quand je donne un séminaire, j'en donne un d'ailleurs cette année avec Philippe, on pose souvent la question aux étudiants, pourquoi net? Alors, dans Netflix, les gens disent, oui, c'est normal, ils offrent des films qu'ils envoient par Internet. Mais en fait, la réalité, le mot Netflix, le mot net dans Netflix vient du fait que c'était d'abord et avant tout un système de location de vidéos et que c'était donc pour envoyer des films en location. C'était un club vidéo régulier, qui offrait ces films et qui les postait, qui les envoyait par la poste. Philippe, peux-tu dire un mot là-dessus, sur ce qu'on voit là aussi? Mais donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de voir que l'évolution même de Netflix est très intéressante par rapport à son positionnement face au cinéma, par rapport au cinéma. Parce qu'on voit qu'au début, Netflix était une sorte de fournisseur de support, finalement, c'est-à-dire des DVD à l'origine. C'était un peu modeste, disons. C'est un rôle très modeste. Et puis, il a progressivement gravi les échelons par rapport à une sorte de légitimité cinématographique. C'est paradoxal parce que justement, on reproche à Netflix d'avoir été un opposant du cinéma. Mais la stratégie de Netflix, je crois, doit être comprise comme une sorte de progression pour se rapprocher du cinéma, le caresser dans le sens du poil, lui faire plaisir, et puis finalement, peut-être l'absorber. Je crois qu'il y a ça dans cette progression-là. Et quand vous voyez ici cette ligne du temps, on voit par exemple, si on la lit dans le sens que je viens de dire, que Netflix a d'abord travaillé ces séries dans un sens de qualité cinématographique. On a des exemples ici avec Narcos, etc., les grandes séries de Netflix. On a reconnu dans la critique, on a dit, mais qu'est-ce qu'ils font bien du cinéma, ces gens-là? Ces gens-là font du cinéma peut-être meilleur que le cinéma mainstream. Et donc, il y a une progression. Voilà, j'arrête là. Philippe, un peu, je continue donc en donnant un peu d'informations. Donc, sur le premier tableau, j'ai deux tableaux à vous montrer. Le premier tableau, vous voyez que Netflix, en haut à gauche, est fondé en 97 et qu'en bas, vous voyez dans le carré jaune ou dans le rectangle jaune qu'il commence son site web, il lance son site web, non pas pour montrer des films, mais pour offrir 925 films en location qu'ils envoient par la poste. Et vous voyez dans le carré de 2007, introduce le streaming. Le streaming commence en 2007. Donc, c'est depuis 2007 que Netflix, bien sûr, est devenu ce qu'on connaît de Netflix, même s'il a beaucoup évolué, puisque vous retrouvez encore la date 2007 ici, et en haut, vous avez le streaming de House of Cards, c'est en 2013, donc il commence à s'installer dans les séries. C'est par les séries télévisées
que Netflix fait son pain et son beurre et se développe. Ensuite, en bas, vous voyez 2013, Orange is the New Black, comme des gros... des moments importants dans l'évolution de Netflix. Et en haut à droite, Narcos, la série Narcos en 2016. Bon, puis le 20e anniversaire, et là, on n'a pas la ligne du temps jusqu'à aujourd'hui, mais justement, la ligne du temps jusqu'à aujourd'hui, elle nous amènerait justement à dire que Netflix s'est sorti un peu des séries, même s'il continue à en faire, bien sûr, toujours, il va continuer à en faire, mais a mis de l'avant la production cinématographique. Au début, il n'était une plateforme que d'hébergeurs, hein, c'était un hébergeur de films pour consommateurs avertis, mettons, et que finalement, ils ont commencé à faire de la production de séries télé et ensuite production de films en insistant sur la qualité et en bien sûr, débauchant, excusez-moi l'expression, des grands auteurs, entre guillemets, comme Scorsese, les frères Cohen, pour attirer donc les spectateurs. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il doit y avoir une pensée derrière ça, sûrement, et que plus ils allaient défendre le cinéma comme art, plus ils vont gagner en légitimité. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que si on s'arrête 2 secondes sur la deuxième partie du mot Flix, ben, quand on donne un cours, on demande souvent aux étudiants pourquoi ça. Ben, la plupart les anglophones le savent, mais les non-anglophones ne le savent pas. Le mot Flix, c'est n'importe qui pourrait dire let's go see a Flix, allons voir un film. Flix, ça vient de flicker et c'est donc un genre de scintillement. Et flick, c'est un film. Donc, Netflix, donc un cinéma, et ça peut vouloir dire aujourd'hui cinéma par Internet. Je laisse Philippe commenter ceci, qu'on vient de dire un peu, mais quand même. Je reviens sur cette idée de Flix, notamment dans les grands défenseurs de l'argentique et de la vidéo argentique, parmi lesquels Barbara Mangold, par exemple. Ce qu'elle revendique, cette vidéaste-là, c'est de dire ce qui est bien dans le cinéma argentique, c'est le flicker, c'est la vibration, c'est le scintillement. Et comme par hasard, on retrouve cette manière de résumer le cinéma qui est une manière finalement très artistique, très esthétique et très élitiste, dans le mot Netflix, ce qui est peut-être une sorte de programme de la destinée de Netflix. Ce qui est intéressant. Oui, donc il faut faire un peu plus vite si possible parce qu'on n'arrivera pas. Donc au début, c'est un distributeur hébergeur, c'est un passeur, un messager. Et au début, ensuite, il devient un modeste faiseur, fabricant, producteur, puis de plus en plus créativement cinématographique. Il produit donc des productions originales, il fait des productions originales et devient un défenseur du cinéma. Il défend même le statut de certaine manière, de la cinéphilie. Alors voilà pour un premier point. Veux-tu rajouter un mot ou deux? Puis on va demander peut-être à Katia de résumer. Philippe, veux-tu ajouter un mot ou deux? Peut-être par rapport à la cinéphilie, je crois que c'est intéressant de voir à quel point Netflix, finalement, s'est emparé de cette idée de cinéphilie. Elle a fait, par exemple, des séries de type cinéphile qui faisaient un clin d'œil au cinéma puriste, avec notamment la série Hollywood, mais aussi Netflix a essayé de produire des œuvres cinématographiques qui étaient refusées par d'autres, avec Scorsese, avec le dernier Mank, d'ailleurs, de Fisher. Donc, elle a fait des œuvres refusées par d'autres qui étaient éminemment cinématographiques et qui, en plus, étaient très en lien avec la cinéphilie. Donc, on pourrait dire que on exagère un peu en disant ça, mais il y a une forme d'héroïsme cinéphilique paradoxal chez Netflix, qui est une stratégie, bien sûr, parce que la cinéphilie, c'est une stratégie de production, mais c'est une fameuse stratégie de production qui consiste à intégrer par la fibre affective le cinéma. Voilà. Donc, on va laisser la parole à Katia.
Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Merci André, Philippe, cher profesor, por esta presentación approfondie. Simplemente agradecer rapidísimo al doctor Tomás Crowder Taborelli, también muy especialmente al doctor Diego Zavala Scherer por la gestión y apoyo a la vinculación para llevar a cabo esta presentación. Básicamente, el punto que los autores acaban de comentar es cómo las plataformas de streaming obligan a repensar y a rediscutir la definición de cine y sus intervalos de identidad institucionalizados. En específico, ustedes vieron hace rato a partir del origen de la palabra Netflix, bueno, que implica net de red y flix de como destello de la película. Comentan cómo más allá del artículo que se va a traducir y publicar, ellos quisieron irse a la actualidad y para pensar cómo las salas hoy están en esta crisis muy profunda y para renovar las discusiones que ellos han trabajado por varios años. Y bueno, pues hacen un análisis en la línea del tiempo de cómo Netflix comenzó de manera muy humilde como un distribuidor o como una empresa que rentaba películas y que después ha ido evolucionando su modelo como una genealogía de distribuidor de video de DVDs a fabricante y después a productor de series cada vez más creativamente cinematográficas y ahora también de películas originales, donde una de las estrategias que ellos están teniendo es el tema de la cinefilia para que atraigan a más espectadores a la plataforma y esto les da un estatus de defensor de cine, paradójicamente, a pesar de que eventualmente ellos pueden ser absorbidos como en términos de intervalo, ¿no? Hasta ahí, digamos, puedo sintetizar de manera muy concreta para seguir avanzando en las ideas. Muy bien. Gracias. Gracias. On repartage l'écran. Et donc, l'évolution de Netflix qui doit une sacrée chance à la crise de la COVID, bien sûr, fait que finalement, cette année, ils ont déjà été interdits de séjour aux Oscars. Ils ont déjà été obligés de présenter des films plus ou moins faussement dans des salles de façon à pouvoir faire qualifier leurs films auprès de l'Académie qui attribue les Oscars. Et là, cette année, ben, écoutez, au vu du contexte pandémique, et comme les salles sont fermées, je vous lis ce qui est écrit là, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a convenu de façon exceptionnelle que les films qui sortent seulement en vidéo sur demande ou sur plateforme numérique allaient être admis. Et donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et finalement, en raison de ça, Netflix, en raison de ça et de la qualité relative des films qu'ils ont produits, films qui d'ailleurs sont tous vus par le jury ou le comité qui décide de qui va gagner sur des plateformes, bien sûr, puisque les salles sont fermées. Et donc, ils dominent les nominations pour cette édition, l'édition actuelle des Oscars. Ils ont 35 nominations, pas 35 films, mais 35 nominations en multicatégories, un record. Et voilà, donc ils ont deux films comme candidats sur 8 pour le meilleur film, meilleur long métrage, dont Manque, un film dont je vais laisser parler, à propos duquel je vais laisser parler un peu Philippe. Oui, parce que ça correspond à ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont Netflix a la stratégie d'intégrer l'esprit cinéphilique. Et justement, Manque, qu'est-ce que c'est que Manque, justement? C'est une sorte de fétichisation, on pourrait dire, de fétichisation de l'histoire du cinéma, dans ce rapport entre Mank et Wells.
Et on sait par ailleurs que Netflix a beaucoup travaillé sur la restitution, la restauration de l'image, pour autant qu'il devait le faire, de Wells. Et donc, voilà un bel exemple de la stratégie cinéphilique de Netflix. On joue vraiment en étant proche de la sensibilité de l'histoire du cinéma et on ne craint pas la fétichisation. Et ça, pour ainsi dire, c'est le comble de la cinéphilie. Et donc, c'est intéressant à observer. Donc, ça, c'est un des effets, à la fois, bien sûr, de la qualité intrinsèque éventuelle des œuvres de Netflix, mais surtout de la pandémie, où on se retrouve, je ne sais pas ce qui serait passé avec Manque, s'il n'y avait pas eu la pandémie, est-ce qu'il aurait été admis ou pas aux Oscars, on peut en douter. Bon, mais une autre chose aussi, c'est que la pandémie a fait en sorte que la fameuse chronologie des médias est devenue la synchronie des médias. Ici, en décembre 2020, Warner Brothers annonçait donc sortir Dune, Matrix 4 et tous ces films de 2021 en ligne. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, nous, que la chronologie des médias est devenue la synchronie des médias, ce qui est une révolution à plusieurs égards. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Philippe. Puis on va arrêter. Après Philippe, on va arrêter 2 minutes pour Katia. Oui, je crois que c'est intéressant aussi par rapport à ceux qui ont lu notre article sur les intervalles, parce qu'on parle aussi d'intervalles synchroniques, diachroniques. Je crois que une des manières identitaires pour les médias institutionnalisés de se séparer des autres, donc de créer leur identité par différence, puisque l'identité est toujours une question de différenciation, de mise en différence. Une des façons de le faire, c'est de jouer sur la différence chronologique. Chronologiquement, je me suis imposé comme le média dominant. Or, avec le numérique, avec la crise du Covid, en plus, vous avez un effet d'aplatissement de cette chronologie qui devient une synchronie, parce que tous les médias s'appellent l'un l'autre. On est c'est proche de Jenkins, de la convergence des médias, c'est-à-dire que la notion d'intervalle chronologique, l'intervalle diachronique tend à s'estomper. On est dans une consommation en synchronie, avec en plus des différences qui s'estompent aussi entre les différentes zones médiatiques. Oui, j'ajouterais à ça, Philippe, avant de laisser la parole à Katia pour traduire, j'ajouterais à ça que aussi, il faut se rendre compte que la situation qui est en train de se produire, en raison de la pandémie, partiellement en raison de la pandémie, mais c'est que finalement, c'est comme si, quand on va revenir dans l'après-pandémie, il va y avoir deux foyers de production et de réception éventuelle des films, 2 foyers légitimes. Parce que ce qui est important de dire, c'est que Netflix se légitimise. Bon, nous, on dit Netflix, c'est plus que Netflix, mais comme notre texte portait sur Netflix et qu'on sait plus de choses sur Netflix que tout le monde parce qu'on en parle toujours dans les journaux et tout, ben, on va le prendre comme la partie pour le tout. Mais Netflix, donc, et les plateformes, donc, les plateformes deviennent des grands producteurs, osons le mot, hollywoodiens, et il y a les producteurs hollywoodiens traditionnels ou classiques. Mettons. Et donc, dans l'après-pandémie, on va avoir 2 types de films. Là où on ne peut pas avoir les 2 types parce que les salles ne sont pas ouvertes ou ils ouvrent 2 semaines puis ils referment. Bon, là, je ne sais pas pour quel pays je parle, mais en tout cas, ici, on ne va pas au cinéma. On est allé quelques jours un peu à gauche et à droite, c'est tout. Bon, mais il va y avoir 2 types de films. Tu vas avoir une production pour salle et plateforme. Puis tu vas avoir une production pour plateforme seulement. Puis tu vas avoir des grandes œuvres dans les 2. Alors, ça va être déchirant, peut-être pas, je ne sais pas, mais tu vas voir un film Netflix que tu ne pourras pas voir en salle, à moins de compter sur certaines institutions belges. On va y revenir à la fin de notre speech. À toi la parole. Ok. En esta parte los profesores explican cómo el contexto despiadado de la pandemia
es un acelerador de partículas y Netflix se constituye para ellos como un prototipo de plataformas que obligan al cine a redefinirse. Y en cuanto al término de cronologías de medios, que es esta lógica en el cual primero una película debe ir a salas, bueno, a los festivales, a salas, después al mercado de los DVDs, después a lo del cable y al final a las plataformas, bueno, está alterada, ¿no? Esta secuenciación lógica de explotación comercial de un filme, que es muy importante en Francia, está siendo sustituida por una forma sincrónica. Neutralizando o haciendo obsoletos ciertos intervalos seriales. Entonces, básicamente explican cómo a partir de la selección de lo que está sucediendo al día de hoy con los Óscares, dicen que hay 8 películas que están en competición por el Óscar como mejor largometraje y que ya esta coyuntura es lo que está generando el integral, digamos, el espíritu cinéfilo, que es como una especie de fetiche dentro de la historia, a través de películas como Mank donde también han aportado a la restauración como en películas de Wells y hablan como esto, ahora se volvió sincronía, se ha roto la cronología de los medios y ahora son sincrónicos. Entonces esta identidad por diferencia es lo que está cambiando, ¿no? Que es también lo que hace los transmedia, se diferencian de los demás. Y son muchas informaciones recientes que no están en el artículo y de pronto es más complejo. Pero sí, o sea, esa es la idea de cómo se ha roto, ahora son sincrónicos, ¿no? La distribución. Gracias, Katia. Gracias. Donc, pour continuer, on va maintenant passer à la partie plus actualité de notre présentation, avec un article qui est paru récemment dans la Tribune, je crois que c'est en Suisse, hein? Et où on interviewe Thierry Frémaux, hein, qui est aux commandes du Festival Lumière à Lyon, mais aussi surtout du Festival de Cannes. Thierry Frémaux, qu'on suit beaucoup, Philippe et moi, parce que c'est la figure publique francophone la plus connue en rapport avec son rapport avec Netflix. Il y a eu une guerre vraiment entre Cannes et Netflix en 17, en 18, en 19. À chaque année, une guerre entre Sarandos et Thierry Frémaux qui finissait toujours par s'atténuer. Mais bon, on n'insistera pas là-dessus. Et donc, le Festival de Cannes, qui est un festival qui est sponsorisé, comme diraient les Français, notamment par les exploitants de salles, est très frileux envers, bien sûr, les plateformes numériques. Et Thierry Frémaux, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait beaucoup, je ne dirais pas ça des lapsus, parce que ce n'est pas nécessairement des erreurs qu'il fait, mais il dit des choses qui, au fond, dont le sens, sans lui échapper vraiment, parce qu'il n'est pas bête non plus, mais il dit des choses qu'on peut interpréter de façon différente ou de façon plus approfondie. Comme par exemple ici, il dit donc du Festival de Cannes que c'est un peu, et ça il dit ça récemment, là, le 18 avril, ça fait même pas une semaine. Donc le Festival de Cannes est un peu comme le salon agricole du cinéma. Alors donc nous, avec ça, on fait du kilométrage un peu. Vous savez travailler avec Philippe Marion, c'est faire du kilométrage sur l'interprétation et la métaphore, et ça donne des beaux résultats. Je lui cède la parole, ça vient de lui, ça d'ailleurs. Oui, voilà, mais je ne sais pas si dans la culture hispanique ou latino-américaine, il y a une importance pour ce genre de salon de l'agriculture, parce qu'en France, c'est le lieu presque sacré où se réunissent tous les professionnels de l'agriculture et qui sont célébrés pour leur rapport au terroir, pour leur authenticité, et c'est la grande fête autour de l'agriculture. Et c'est d'ailleurs encouragé par les politiques qui trouvent beaucoup de retours positifs. Jacques Chirac, le président français, était un des spécialistes de la fréquentation des salons de l'agriculture. Mais alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Frémaux s'empare de cette idée de
Festival de Cannes égale, entre guillemets, Salon de l'agriculture. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement toutes les connotations de ce Salon de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est la vérité, c'est l'authenticité de la terre, ce qui ne peut pas mentir, la vérité du produit, du terroir, authentique. Et là, si vous faites le rapport avec le cinéma, ça veut dire que le Festival de Cannes, c'est l'authenticité du cinéma. C'est l'authenticité du cinéma, c'est-à-dire le cinéma privilégiant la salle, etc. Donc, c'est-à-dire une certaine identité bien définie, un peu archaïque, un peu ancienne du cinéma. Le cinéma étant quelque chose qu'on doit consommer en salle, dans un contact public, avec la projection et dans le dispositif et dans le cérémonial, la cérémonie du spectacle filmique. Et Cannes étant la quintessence de ceci. Cannes, c'est la cérémonie cinématographique dans toute sa splendeur, à l'image de ce salon de l'agriculture. Donc, je crois que la métaphore est intéressante parce qu'elle pose les pions d'une définition du cinéma. Le cinéma n'a de vie et n'a de force et n'a de vérité que quand il est en salle, avec une projection, avec un public qui vient pour ça, ou n'est pas ça. Et donc, c'est la question de la définition du cinéma qui se joue à travers cette prise de position métaphorique de Frémaux. Et dans le même, sur le même support, on a le journaliste qui présente donc son interview avec Frémaux, qui dit que le cinéma est bouleversé par la COVID, bien sûr, tétanisé même, parce qu'en raison de la popularité exponentielle des plateformes de streaming. Ça, c'est le premier point. Bon, on ne répétera pas, on le dit déjà. Par contre, ce qui est intéressant, bon, il manque une chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que ça révolutionne le financement, effectivement, la réalisation, tout à fait, la diffusion des films, et il manque une dimension, la réception ou la consommation des films. Et donc, c'est la dimension peut-être la plus importante. Mais tout le circuit, donc, est influencé par le fait de la domination des différentes plateformes, tant et si bien d'ailleurs que des salles de cinéma comme les théâtres Pacific and ArcLight, je n'ai pas la date, oui, le 12 avril, encore une fois. Donc, le 12 avril, il y a peu de temps, il y a 10-12 jours, on nous apprend que 10 jours, que les cinémas Pacific and ArcLight, qui sont dans le lieu même, dans d'Hollywood, près du temple d'Hollywood, qui ne rouvriront pas après la pandémie. Éventuellement, autre effet néfaste et un peu attendu, mais des cinémas de cette taille-là, de cette importance-là, c'est moins évident. Et donc, c'est la Theatrical Exhibition Industry qui est touchée par ça. Donc, ce qui meurt du cinéma, c'est un peu sa part de spectacle pseudo-vivant devant un public. On parle de Theatrical Exhibition et on en fait une industrie. Donc, intéressant. Je laisse Philippe parler de cette crise profonde des salles et donc des dégâts collatéraux de la COVID. Des salles qui n'ouvriront plus, etc. Et aussi un mot sur cet aspect donc, du spectacle pseudo-vivant devant public. Oui, donc là, ce qui nous a frappé, c'est que ces salles de Los Angeles, c'est vraiment des salles qui sont, pour ainsi dire, en proximité avec le grand temple du cinéma canonique, c'est-à-dire Hollywood. Donc, que ces salles-là, à cause du Covid, ne puissent pas réouvrir, ça nous a semblé comme étant un aveu de faiblesse ou un aveu d'incapacité par rapport à cette consommation, par rapport à cette réception classique, qu'on peut continuer à adorer d'ailleurs, des salles. Et alors, ce qui nous avait intéressé aussi dans cette
formulation anglaise des choses, c'est bien sûr c'est associé à la lexicologie anglaise et anglo-saxonne et américaine, mais c'est theatrical exhibition. Ça veut dire que dans la définition du cinéma marquée par le lexique anglo-américain, il y a toujours cette idée qu'il faut de l'exhibition théâtrale, finalement. Or, qu'est-ce que l'exhibition théâtrale? C'est une exhibition qui se passe dans une salle avec un spectacle, Et donc, il y a le côté art vivant, la fibre art vivant, même si elle est en conserve, si je puis dire, mise en conserve par le film, qui est enregistré en général, mais il y a quand même cette partie de consommation dans un public réel, en temps réel, d'un spectacle qui nous est donné dans une salle. Et ça, pour certains défenseurs très authentifiants, très durs du cinéma, ça reste une dimension importante, mais qui, on l'a dit depuis le début, est justement contestée par cette idée de plateforme, bien sûr. Et on ajoutera à ça que cette hypothèse qu'on a tirée donc, du rapport au mot anglais Theatrical Exhibition Industry, ça nous aurait moins marqué en français, nous a amené justement à nous transporter du côté de la France, là où il y a, sur le plan légal, il y a une loi où on sépare, pour les intermittents du spectacle, on fait une division théorique, mettons, entre spectacle vivant et spectacle enregistré. Et donc, ça nous a amené à essayer de voir comment, ça fait longtemps, moi, que je veux essayer d'affiner cette typologie-là. Et là, ben, je le présente comme ça avec Philippe. C'est nous deux qui avons fait ça. C'est même pas du réfléchi. C'est du réfléchi, mais c'est pas du testé. Mais de toute façon, si on est là pour ça, sans filet, on se lance devant vous. Et donc, je me dis, ou on s'est dit, il y a spectacle vivant, spectacle enregistré. Puis moi, ça m'a toujours interpellé cette question-là. D'ailleurs, Michel Marie qui est là, je lui dirais que j'ai demandé à Vaugeois une fois de m'expliquer ce que c'était pour la loi française, le spectacle enregistré. Parce que Philippe et moi, on a beaucoup travaillé sur cette notion d'enregistrer. C'est sûr qu'un film, il y a une part d'enregistrement, mais est-ce que c'est un spectacle enregistré? Franchement, pas évident. Pour la loi peut-être, mais pour autre chose, pas clair. Donc, le spectacle vivant, spectacle enregistré, il y a peut-être une troisième catégorie qui serait celui qu'on a nommé le spectacle pseudo-vivant, où il y a, disons, une theatrical exhibition, mais avec des gens qui sont en boîte, en conserve, comme tu as dit, Philippe, mais où il y a un spectateur collectif, il y a une collectivité de spectateurs qui donc consomment la chose et où donc il n'y a pas seulement du passé mise en boîte, mais il y a une dimension performative qui est bien simple pour le film lui-même, il passe sur l'écran, mais il y a quand même un échange, il y a une présentification de ce qui se passe dans la salle et des échanges entre spectateurs, peu importe que ces échanges-là soient des échanges qui peuvent déranger ou cette communion même silencieuse qui fait qu'il y a comme une performance sur écran et le spectacle pseudo-vivant du cinéma n'est peut-être pas la même chose qu'un spectacle, un banal spectacle enregistré. Et là, avec Philippe, on s'est comme dit, ben, il y a peut-être de l'enregistrer avec les spectateurs du spectacle vivant, mais aussi éventuellement un enregistrant lorsque, par exemple, on a le direct des opéras du Met, par exemple, où là, l'aspect performantiel est plus fort aussi, parce qu'on peut vibrer dans la salle à Montréal, à Buenos Aires, à Mexico, à Paris. On peut vibrer en même temps que les autres sur une performance théâtrale, entre guillemets, qui, elle, est enregistrée, ou plus ou moins mise en registre, et ensuite envoyée donc, par les ondes de satellite partout dans le monde. Donc, il faut réfléchir à ça, mais moi, je suis un peu, très fortement partisan des nomenclatures
et des tableaux. Donc, ça me permet de penser. Donc, on va y réfléchir à nouveau. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je vais enregistrer sur le petit B, là, vous voyez l'enregistrant en train de se faire sous les yeux du spectateur de spectacle vivant. Je crois que là, on peut très bien mettre, par exemple, tout ce qui est vidging, c'est-à-dire le montage vidéo en direct. Et je vous rappelle, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, un des grands cinéastes anciennement classiques du cinéma, c'est-à-dire Peter Greenaway, a renoncé au cinéma qu'il considère comme mort et enterré pour faire du vidging, c'est-à-dire du montage vidéo en direct. C'est la formule B, c'est-à-dire enregistrement en train de se faire sous les yeux du spectateur. Et on ajoutera, avant de passer la parole à Katia, que ceci nous amène toute cette question-là de la préséance, de la prévalence plutôt des plateformes, nous amène à nous poser cette question: peut-on consommer du cinéma, entre guillemets, consommer, sans aller au cinéma? Donc, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Et après ça, on rappelle le mot, on l'a adapté, mais le mot de Régis Debray. Au cinéma, on regarde un film, sur une plateforme, on le visionne. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas rien que des jeux de mots. Il y a aussi une certaine profondeur à ça. Regarder un film, comme disait un de mes anciens professeurs, regarder un film, c'est garder 2 fois. Puis visionner un film, ben, c'est autre chose. Il y a comme une distance, etc. À toi la parole, chère Katia. Donc, l'idée de visionner... Pardon, excuse-moi Philippe, je t'interromps parce qu'il y a beaucoup d'informations, sinon ça va être un peu compliqué. Ok, entonces se mencionó el artículo publicado por la Tribune, que, donde está Thierry Feumeau, que ahora es también director, aparte de Cannes, del Festival Lumière, donde desde 2017, 18 y 19, pues establece una guerra contra Netflix. Hay una guerra Cannes-Netflix, un festival, el festival por excelencia de la cinefilia y del concepto y la noción clásica de qué es cine, es decir, una sala, una proyección pública, compartida, ¿no? Y entonces como Cannes, este lugar patrocinado por los explotantes de sala de los exhibidores, pues genera un espacio súper importante y que como ahora había hecho una referencia, hubiera usado la metáfora de que Cannes era como el salón de la agricultura, que ya veo que ustedes habían dicho que hay una feria, bueno, feria en México es una exposición rural, ¿no? Sobre las temáticas agrícolas y entonces ahí la alegoría es que el cine se ve como la verdad, como esta cuestión de la tierra, ¿no? Es una definición canónica, casi ceremonial, ¿no? Entonces Cannes es este lugar como de ceremonia, de espectáculo, como un ritual sagrado, digamos. Entonces, gracias a derivado de la pandemia, pues el financiamiento, la producción y la difusión y tanto la recepción están totalmente alteradas, ¿no? Hay efectos muy nefastos de esto y lo más claro es como las salas cercanas a Hollywood, que están próximas a este lugar, pues ahora están cerradas y que no se prevé como ninguna... reapertura, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hablan de un espectáculo, como el cine está mutando, ¿no? Y es un espectáculo, se ha vuelto un espectáculo pseudo vivo y de un consumo diferente. En términos de lexicología, el theatrical exhibition, o sea, refiere a esta cuestión teatral de espectáculo, ¿no? En la visión anglófona y como en la cuestión francesa, pues es diferente, ¿no? Porque hay una diferenciación entre lo vivo y lo grabado. Pero ahora parece que se está convirtiendo en una especie de mezcla de pseudo-viviente, ¿no? Porque se transmite como en live, pero al mismo tiempo pues está grabado.
¿no? Entonces, bueno, está mutando esta recepción pública y performativa. También se hace alusión a Greenaway, que ahora pues dice que ya el cine se murió y él lo que hace es hacer una especie de montajes en vivo, como lo que son los VJs. Entonces, consumir cine ahora apela también a la cuestión de una transformación. En el cine vemos el cine, ¿no? Y en las plataformas visionamos, y a partir de eso pues hay como una distanciación y eso está modificándose. Merci. Il reste 2 sections. On va faire rapidement pour laisser du temps pour la discussion. Là, je ne dirai pas un mot là-dessus. Je vais laisser Philippe présenter cette diapo qui nous montre comment les Belges parfois peuvent être stupéfiants. Vas-y, Philippe. Ils sont toujours stupéfiants. Bon, mais peut-être un petit rappel rapide pour ceux qui ont lu le texte. On dit, quand il y a une crise identitaire d'un média, donc un média doit toujours gérer ces intervalles identitaires qui les séparent des autres médias. C'est un peu la question d'identité. Alors, grosso modo, on pourrait croire qu'il y a 2 solutions. En cas de problème, le média en question peut essayer de diminuer l'intervalle en disant ben, finalement, ce nouveau média qui arrive, c'est la même chose que moi, il n'y a pas de différence. Hein, c'est par exemple ceux qui diraient ben, vous voyez, Netflix, ce n'est que du cinéma, c'est la même chose que nous. Donc la tentative d'absorption, on essaie d'absorber le concurrent, si vous voulez, donc de réduire l'intervalle identitaire. À l'autre extrême, une autre solution, c'est de dire, puisqu'on est attaqué, renforçons-nous dans notre tour d'ivoire, séparons-nous, donnons-nous des nouveaux moyens pour dire on est différent, irrémédiablement différent des autres. Et on fait de la technologie, on rajoute par exemple des super salles avec des moyens technologiques extraordinaires qui font que si vous n'allez pas en salle, vous allez rater le spectacle. Donc ça, c'est un moyen d'accentuer la différence. Donc 2 tentatives, soit on essaye d'absorber, soit on essaye de se distinguer. Hein, limiter l'intervalle ou le creuser. Eh bien, les Belges, ce qu'ils ont fait, enfin les Belges pas seulement, mais Kinépolis, la salle Kinépolis, donc gestionnaire de salles classiques de cinéma, a proposé de projeter du Netflix dans sa salle. Et donc, il y a une possibilité d'assister à des spectacles en salle de cinéma de séries Netflix. Il a aussi proposé de pouvoir louer la salle avec des gens qui le payent, hein, pas trop cher d'ailleurs, pour voir un film ensemble. Et donc, vous voyez, c'est une manière pour le cinéma institutionnel, la salle, disons, de jouer une sorte de 3e voie. Non pas s'isoler, non pas prendre sa tour d'ivoire, et non pas non plus jouer l'absorption, mais dire, voilà, nous, on peut être solidairement vous proposer quelque chose d'intermédiaire. On va vous projeter du Netflix dans une salle de cinéma classique. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est la 3e voie. Katia, tu peux y aller. Es el caso, por ejemplo, del complejo Kinépolis, que intenta salir de la crisis de la sala con los contenidos all film, ¿no? Pero con lo que se proyectan, o sea, se están proyectando producciones de Netflix ahí, es una iniciativa de Bélgica, y bueno, la gente puede rentar para ver series incluso en esa sala de Netflix, y bueno, lo que sucede es que el intervalo o se absorbe o se separa. Entonces, esos son los fenómenos que se están observando actualmente y bueno, es una manera de redescubrir una de las series culturales dominantes que participa en la identidad cinematográfica, la proyección en salas. Kinépolis apuesta una parte importante en la definición del cine canónico, un público presente en la comunión ritual de la sana. El matiz ya no se trata de un público de personas anónimas, sino de personas con relación que deciden ver una película determinada juntos. Merci. Donc, vous voyez que c'est intéressant de voir qu'il y a plein de propositions dans l'air qui sont un peu comme contradictoires et qui, imaginez donc un film, une salle de cinéma qui monte du Netflix. Imaginez Netflix avoir fait un test, je ne sais pas où ça en est rendu, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais en France, ils ont choisi, je crois, la France, pour faire un test de
de streaming en continu. Vous allez sur Netflix, puis vous arrivez, comme quand vous entrez dans une salle de cinéma, le film est commencé, vous le regardez, etc. Donc, c'est comme une chaîne de télévision à la limite. Bon, il y a toutes sortes de propositions comme ça qui sont contrastantes et contrastées, qui sont intéressantes. Par ailleurs, sur le plan économique, au début de la pandémie, avril 2020, après 2-3 semaines seulement, Netflix pensait qu'ils auraient le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce que vous voulez, mais finalement, ça ne s'est pas avéré. Donc, les programmations originales donc, ont gagné, bien sûr, en prévalence. Donc, ce qu'ils disent, c'est que nos films, nous, de Netflix, ont été plus importants auprès de nos spectateurs que jamais. Et on va continuer dans cette direction. Donc, continuer dans cette direction, ça annonce déjà qu'ils vont... Bien sûr que ça prend 1 an à faire un film, bon, mais ça veut dire qu'ils vont augmenter la production. Plus ils augmentent la production, ils ne sont pas fous, plus ils vont mettre de la production de qualité, bien sûr à côté de production de non-qualité, mais quand même production de qualité. Et donc, ils veulent faire en sorte d'éviter que leurs fournisseurs, ceux qui leur fournissaient des films, soient leurs rivaux, c'est-à-dire les grandes compagnies, etc., de production, bon, voilà. Et donc, d'une part. Par contre, ils avaient donc, comme on peut voir ici, ils ont eu un nombre record de nouveaux abonnés avec la première vague, disons ça comme ça, mais avec la deuxième vague, finalement, ça ne s'est pas avéré vraiment, puisqu'on a découvert, nous, hier, breaking news, hier, ça c'est le travail de Philippe, sur Bolero, qui est une plateforme boursière, l'humeur du marché à propos de Netflix nous amène ici, et ce sera le mot de la fin, nos mots de la fin. Vas-y, Philippe. Donc, on voit ici que Netflix, dans les résultats, parce que vous savez que les entreprises, pour le moment, publient leurs résultats du début de l'année, et on voit que Netflix, contrairement aux attentes, a perdu beaucoup, enfin, n'a pas respecté son engagement en termes de nouveaux abonnements. On espérait les 4,8 millions d'abonnements nouveaux et on est seulement à 1 million. Donc, il y a vraiment une baisse de régime qui a fait chuter le cours de Netflix, d'ailleurs hier. Et donc, ça veut dire, et c'est à mettre en relation avec les propos de Ted Sarandos, il dit, voilà, on est de plus en plus nombreux à faire de la plateforme. La plateforme Netflix subit elle-même la question de l'intervalle identitaire par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire qu'il y a Disney, il y a plein d'autres qui commencent à faire aussi du cinéma, à faire la même chose. Et donc, Sarandos dit on va essayer de s'en sortir en travaillant la qualité, une qualité qui nous singularise. Et donc, il y a une sorte de retour de l'effet Netflix sur Netflix lui-même, ce qui est intéressant à observer. Et qui peut s'interpréter avec notre théorie des intervalles identitaires, justement aussi. Cette déconvenue financière n'annonce sûrement pas la fin de Netflix, mais non, ça annonce les résultats globalement sont toujours très bons, les résultats, mais oui, il y a cette crainte qui a fait paniquer les investisseurs en disant s'ils n'ont plus de nouveaux abonnés, il manque leur contrat principal, parce que leur contrat principal, c'est de dire on aura toujours de plus en plus d'abonnés. Et là, on a comme un plafonné. Oui. Et donc, toute bonne chose a une fin. Cette conférence en est rendue à sa fin. Et comme un film, on va mettre le générique de fin. La parole est à Katia. Entonces, hay que tener cuidado porque Netflix también se está convirtiendo cada vez en una plataforma cuyo riesgo de absorción y de disminución del intervalo de identidad entre otras plataformas está presente, y eso lo demuestran las decepciones en cuanto a los nuevos número de suscriptores. Recientemente, el 21 de abril, tuvieron una caída de más del 8% en la bolsa, y Ted Sarandos parece reconocer el riesgo que representa la competencia al expresar su deseo de afrontarlo aumentando la cuota de producciones originales en sus futuros canales y de distribución, ¿no? Entonces, pues la buena... no, ellos no creen que Netflix también se va a acabar, no, pero esto pues sí de algún modo
perturba a los inversionistas que se esperaban siempre crecer el número de suscripciones y que finalmente hoy está sucediendo algo diferente. Y con esas palabras cierran su presentación. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a Philippe y André. Muchas gracias, realmente. Vuelvo a agradecer a todos quienes están aquí en la sala. Enseguida abrimos la ronda de comentarios y consultas, pero en primer lugar me gustaría invitar, si es que quieren hacer algunas observaciones o comentarios sobre la presentación que acabamos de escuchar, a Agustín Muñiz, a Diego Zavala y también a Virginia Morazo, a Cecilia Wolf y a Miguel Santagada, quienes nos están acompañando aquí a la coordinación del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, bueno, arranco yo, si nadie habla. Bien. Adelante. Bonsoir, si quand même. Antes que nada, muchas gracias a ambos dos. Quiero decir primero que en realidad respondieron en lo que hablaron recién a mi pregunta principal que me hacía cuando leía el trabajo de ellos, que era, bueno, justamente qué está pasando en este momento con los intervalos seriales en el contexto de pandemia, que era mi gran pregunta que yo quería hacerles hoy. Y así que en realidad la pregunta principal que yo tenía la respondieron en toda esta charla que acaban de hacer. Pero me quedo pensando entonces, ¿qué va a pasar cuando finalice este contexto actual de pandemia, ¿no? ¿Qué piensan ellos que va a suceder, sobre todo con los intervalos de las series culturales? ¿Cómo se va a acomodar todo para...? Algunas puntas igual me parece que dijeron, pero ¿qué piensan, cómo piensan ustedes que se va a terminar de acomodar todo en el contexto post-pandemia? C'est une bonne question. Philippe, Oui. je peux te demander de me le résumer un peu pour que je puisse participer? Agustin nous dit, si je résume très fort, que voilà, il y a eu cette situation qu'on a décrite nous-mêmes ici il y a un instant, mais la grande question qui se pose, est-ce que ce qui a été modifié pendant la pandémie, parce que la pandémie a joué un grand rôle, est-ce que va-t-il en advenir après la pandémie? Quels seront les dégâts collatéraux? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. Oui, c'est ça. Et moi, ma première réaction, un peu à la blague, mais une blague triste, c'est « Ah, vous croyez qu'il va y avoir une après-pandémie? » J'espère. Vas-y, Philippe, parce que tu as mieux compris que moi les aspérités de sa question. On espère tous qu'il y aura une post-pandémie. Mais je crois que de toute façon, dans les situations de crise profonde, là je prends mon recul philosophique, dans les situations de crise profonde, il y a toujours des sédimentations, des modifications. Donc l'état dans lequel on ne revient jamais au même état, il y aura forcément des modifications. Et ça, on peut le dire dans tous les secteurs de la société, de la vie universitaire, de la vie sociale, de la vie économique, de tout. Tout le monde est à peu près d'accord que rien ne sera plus jamais comme avant. On aura ne serait-ce que le souvenir de cette pandémie qui va nous faire avoir des attitudes différentes. Et je crois que c'est la même chose pour le cinéma, d'une manière ou d'une autre. Je crois que il va sûrement y avoir un retour, notamment un retour dans les salles, parce que quand on voit, en tout cas ici en France, en Belgique, quand on interroge les gens dans les micro-trottoirs, donc on dit « qu'est-ce qui vous manque surtout ?» Eh bien, le cinéma arrive très volontiers en première position. Ce qui nous manque, c'est d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, et le cinéma arrive. Donc, ça veut dire que le cinéma fait partie d'un désir de liberté. Et le cinéma dans le sens salle de cinéma. Et je crois que la salle, à mon avis, va retrouver une certaine forme d'attirance parce que ça va devenir, en tout cas dans un premier temps, le syndrome de la liberté retrouvée. Parce que quand on va au cinéma, on choisit d'aller au cinéma, de passer son temps en oubliant tout le reste et de se mettre avec les autres pour regarder le même spectacle. Donc cette cérémonie-là est une cérémonie
presque irremplaçable. Les gens de théâtre disent c'est surtout vrai pour nous, moins pour le cinéma, parce que nous, le théâtre, si vous ne voyez pas les acteurs en acte, pour une séance où ils sont livrés sur la scène en direct pour une seule fois, hic et nunc, comme disaient les latins, c'est encore pire. Vous, le cinéma, c'est du spectacle enregistré. Mais quand même, c'est vrai aussi pour le cinéma, à cause de cette définition qu'on a proposée, de theatrical, la fibre theatrical du cinéma reste là. Mais en disant ça, je défends une certaine forme de cinéma classique, que j'apprécie beaucoup, mais il faut savoir aussi que la force des plateformes va évidemment rester, va se démultiplier, parce que beaucoup de gens ont pris l'habitude de consommer du cinématographique sur les plateformes. Il faut ajouter aussi... C'est pour ça qu'on disait, André, qu'on disait on peut consommer du cinéma sans aller au cinéma. Et ça, consommer du cinéma sans aller au cinéma, ça va rester aussi vrai. Oui, puis il faut ajouter aussi, Philippe, je pense que un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vais redire autrement, j'imagine un peu, c'est que dans l'actualité cinématographique, quoi qu'il advienne, on a beau se boucher le nez ou se fermer les yeux ou boucher les oreilles, l'actualité cinématographique, il va y avoir des productions de plateformes qui ne seront pas destinées aux salles de cinéma. Quand je dis l'actualité cinématographique, à moins qu'on renie, ou que les plus cinéphiles d'entre nous renient carrément les auteurs, les acteurs, si tu aimes un tel acteur, tu vas te priver de le suivre sur les plateformes? Non. Tu vas aller le voir en salle, sur plateforme, etc. Donc, la qualité cinématographique aussi, l'argent, où va être mis l'argent? Est-ce que l'argent pour les films en salle, donc les producteurs classiques, va réussir? Est-ce que les producteurs classiques vont réussir à accumuler les millions dont ils ont besoin pour des films qu'ils présenteront en salle? C'est une autre question. Bon, par contre, on peut dire que oui, puisque de toute façon, ils pourront les présenter en salle et sur plateforme. Mais il n'en reste pas moins que des plateformes comme Netflix ou d'autres vont prendre, peut-être, parce qu'on ne sait pas, ça peut s'écrouler, parce qu'ils dépensent tellement d'argent qu'à un moment donné, ils n'en auront plus. Il faut que les revenus entrent aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il restera toujours une partie de l'actualité cinématographique, du moins je le pense, qui va être du côté de la plateforme. En plus du fait que les gens ont été habitués à avoir des films à la maison. Sí, André. Katia, Agustín o Miguel, ¿quieren hacer un pequeño resumen de lo que estaban comentando Philippe y André? Sí, bueno, para Philippe, él piensa que en las crisis de esta magnitud, pues la realidad nunca se vuelve a ser la misma. Entonces, él cree que la sala puede tener en realidad una gran fuerza y se va a volver como ellos proponen, una tercera, o sea, esta tercera vía que ellos están proponiendo, como un lugar también muy atractivo, donde te van a decir nunca, o sea, insistir en el argumento de ir a la sala es otra experiencia y le van a agregar como ciertos elementos. Pero al mismo tiempo vamos a seguir consumiendo cine sin ir al cine. Consumir cine sin ir al cine. Entonces, otra de las cosas que van a cambiar es la cuestión de los esquemas de financiación y de producción, ¿no? O sea, para André, el financiamiento puede cambiar para aquellas películas que estén destinadas a exhibición teatral o las que se van a las plataformas. Entonces, pero van a seguir de algún modo conviviendo estos dos esquemas. Bien, gracias, Katia. Diego, ¿querés hacer Diego Zavala estoy diciendo, algún comentario? Sí, muchísimas gracias. Primero decir que agradezco a André y a Philippe por su generosidad. Creo que es un texto que plantea cosas que en el ecosistema mediático latinoamericano son, creo, muy innovadoras y creo que la perspectiva es muy valiosa. Y una de las cosas que me ha
inquietado todo el tiempo desde que comenzó la charla y que también el texto me hacía preguntarme es que estamos hablando de la cinefilia y de los intervalos cinematográficos, pero Netflix se define como un canal de televisión global, que es el otro medio que a lo mejor podríamos cuestionar de si está renaciendo y es la segunda venganza de la televisión y matar al cine definitivamente, o si realmente la multiplataforma no ha tenido la imaginación suficiente para imaginarse más allá de la televisión, ¿no? Y entonces, ¿cómo no solo está cambiando el intervalo cinematográfico, sino también el televisivo, ¿no? Que ahí viene un poco el concepto de serialidad y me gustaría saber si pudieran como explorar esta idea de qué papel juega la televisión en todo esto. Gracias. Katia, peux-tu résumer, s'il te plaît, pour nous? Oui, donc pour Diego, il pense que l'écosystème, votre présentation est super innovante et intéressante dans l'écosystème latino-américain. Et il pointe que bien qu'on parle sur la cinéphilie et sur cette production, cette vision plus cinéma, cependant, Netflix se définit à elle-même comme une chaîne de télévision globale. Et donc, est-ce que ça, c'est comme une sorte de revanche ou comment on pourrait définir l'intervalle cinématographique et l'intervalle télévisif là-dedans? Est-ce que vous pouvez articuler par rapport à ça? C'est aussi une très bonne question. Merci, Diego. Gracias, Diego. C'est intéressant cette idée cette hypothèse de Netflix comme une global télévision. Global, veux-tu dire global le monde ou télévision dans l'ensemble? Disons que si je crois bien ce qu'a dit Diego, c'est l'esprit de la télévision qui se serait généralisé. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on peut voir les choses comme ça et on pourrait aussi dire, je ne sais pas si on en a parlé ici, mais André et moi, on travaille sur des catégories de pensée, hein, de décrire les médias qu'on pourrait appeler de centrisme. Donc, il y a les cinécentrismes, il y a les télécentrismes et je crois que là, Diego, tu as développé une position télécentriste, télévisée centriste, qui peut se respecter d'ailleurs, hein? Pourquoi pas. Nous avons plutôt pris la version ciné-centriste, mais les deux doivent entrer en friction pour faire avancer la science. Hein? Donc, je crois que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Oui, puis on peut ajouter aussi, Philippe, dans ce cadre-là, ajouter le fait que d'une certaine manière, on peut voir, c'est intéressant de voir Netflix comme la revanche de la télé, si j'ai bien compris. Oui. Parce que cette idée-là, bon, de toute façon, il n'y a rien qui est prouvable, hein. C'est pas la télé, c'est la télé, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'avec l'arrivée de la télé dans les années 50, il y a eu un clash entre le cinéma et la télé. Et nous, on a étudié cette chose-là avec un concept que vous connaissez probablement pas parce qu'il n'est pas traduit en espagnol encore, mais la bélinographisation du cinéma, c'est-à-dire le fait que à partir de l'arrivée de la télé, il y a eu deux types de films, mettons, ou d'images en mouvement, soit celles qui sont du cinéma de cinéma et celles qui relèvent plutôt de ce qu'on a appelé le vidéo-cinéma. Et donc, pour nous, la révolution numérique est un peu la revanche de la télé et Netflix, c'est un peu comme la revanche grâce au numérique de la télé. Et c'est pour ça que c'est un peu drôle de voir que, justement, ils ont eu ce projet-là en France. Je ne sais pas où ça en est, peut-être qu'un des auditeurs français pourrait nous le dire, d'essayer de faire du Netflix en continu pour que les gens qui se disent « Ah, j'en ai marre, je ne veux pas commencer à choisir avec les stamps, quel film je vais voir et tout. » J'ouvre ma télé, c'est Netflix. Et donc, je pense que ça, c'est un beau cheminement de ce retour de la télé dans le cadre donc du cinéma d'une certaine manière. En même temps aussi, il faut voir que
toute ce brouillage des frontières entre les séries télé qui sont plus des séries télé, et qui sont parfois plus cinématographiques que certains films qui sont plus télévisuels qu'autre chose. Je pense que c'est intéressant parce que ça nous oblige à revisiter un petit peu nos catégories. Puisque de toute façon, ça fait 20 ans, non, pas vrai, 35 ans qu'on voit nos films sur des télés. Pas toujours, mais on avait les cassettes vidéo avant. Cassettes, on avait plus que 40 ans, on avait les DVD, etc. Donc, l'écran télé, on a réussi à le, domestiquer, dans un sens, pas dans le sens de domestique, mais dans le sens de tame, de le domestiquer. Et en plus, il a commencé à avoir une taille plus grande, etc., etc. Donc, tant et si bien que maintenant, c'est devenu quelque chose de plus domestique pour nous, dans un sens précis du terme. Et que ce brouillage des frontières fait que finalement, la vidéo-cinéma devient quasiment plus important que le cinéma-cinéma. Et puis, je voudrais ajouter aussi qu'il y a un rapport de sympathie très intense entre le média télévisuel et la sérialité. C'est quelque chose qui s'est inscrit historiquement, mais qui tient aussi à la notion de flux. Dès le moment où c'est un média du flux, la sérialité s'y trouve comme un poisson dans l'eau, d'une certaine manière. Et donc, cette idée de sérialité associée très tôt par la télévision au binge-watching, le binge-watching, c'est la télévision qui l'a sollicité. Et ce binge-watching, cette valeur-là, est revendiquée aussi par Ted Sarandos dans Netflix, en disant « nous faisons du binge-watching ». Et c'est très bien. Et d'ailleurs, on faisait déjà ça en lisant les livres dans son lit sans vouloir s'arrêter. C'était déjà du binge-watching, peu importe. Mais donc, il insiste sur cette valeur de sérialité de flux qui a été quand même vulgarisée et popularisée par le média télévision. Donc là, je crois que tu as raison, Diego, pour ça, cette idée de retour à la télévision aussi. Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, c'est la propre définition de Netflix, c'est nous sommes d'une chaîne de télévision, c'est pas oui. Globale, non, mais mondiale. À son propre regard, ils se définissent comme un système de télévision mondial. Et donc, global, c'est ça que ça voulait dire là, dans ce que oui. Diego a dit. Okay. Oui, global, mondial. Oui, c'est ça. Entonces, nada más para responder esta cuestión, pues dicen que en realidad o sea, su pensamiento ha sido alrededor de centrismos o de ismos, ¿no? Entonces ellos han sido más como el cine, pero también se puede ver en términos de televisión, y que en los años 50 pues ya existía este choque cine-tele, y que ellos diseñaban una propuesta teórica que se llama la belinografización del cine, donde se veía, o sea, que hacía como dos categorías, una del cine, el cine de cine, y otras imágenes como de video. Entonces, para ellos la revolución digital es como la venganza de la televisión, y bueno, se hizo también un experimento en Francia para ver Netflix de manera continua, y bueno, lo que ellos ven es como un borrado de fronteras, porque las series las series se parecen a las películas y las películas se parecen a las series. Entonces, habría que revisitar esas categorías, y que o sea, ya el cine está domesticado con los DVDs y con los VHS, desde ahí se empezó a domesticar. Y cómo o sea, se habla de una simpatía entre la televisión y la serialidad, ¿no? Entonces hablan de medios borrosos, ¿no? Y de cómo esta cuestión del binge watching está también fomentada en Netflix, ¿no? Y les da un valor. J'ajouterai, moi, si vous permettez, que je vais... je ne peux pas avoir le partage d'écran. J'aurais montré quelque chose. Durant qu'on me donne le partage d'écran, c'est possible de me donner le partage d'écran? Se puede tener el permiso. Je vais montrer une photo. OK, en attendant, je vais dire que j'aime bien, moi, le thème de la revanche parce que, d'une certaine manière, je travaille sur autre chose aussi, sur l'invention du cinéma, etc. On dit toujours que avant le 28 décembre, c'était pas du cinéma.
ça ne peut pas être du cinéma, c'était pas devant une salle, et c'était Kinetoscope Edison, donc un spectateur à la fois et tout. Donc, d'une certaine manière, là, toute cette capacité qu'on a de regarder des films seuls, isolés, comme on le faisait avec Edison, ça relativise l'importance de l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Ça ne jette pas à terre du tout, mais quand même, ça le relativise. Donc, cette idée de revanche, dès qu'on prend un peu de recul, ça fait que 125 ans maintenant ou 130 ans que des images animées, ben, ça relativise les choses, étant donné donc les différences qu'il y a dans dans l'histoire, les différents événements de l'histoire. Là, ce que je veux vous montrer, justement, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque vous voyez, ici, oui. C'est le premier numéro des Cahiers du cinéma. Okay? Et regardez en bas. En avril 51, Revue du cinéma et du télécinéma. Donc, eux, à l'époque, donc, les premiers cahiéristes et les premiers aficionados du cinéma aux Cahiers du cinéma, ils croyaient vraiment que le cinéma, la télévision serait une partie du cinéma et qu'on pourrait avoir le télécinéma et que le télécinéma, ça ferait des bons films, etc., etc. Ben, c'est un peu comme ça. Et vous savez que il y a eu le mot télécinéma sur la page couverture des Cahiers du cinéma durant au moins 5 ans. Je n'ai pas les chiffres exacts, je les ai quelque part. Durant 5 ans, jusqu'en 55, durant une douzaine de numéros, télécinéma. Puis à un moment donné, ils ont déchanté. Hein, ils ont commencé à relativiser ça. Hein, la télévision a commencé à être plus avancée et donc on a commencé à relativiser la chose, d'une part. D'autre part, bien sûr, toute cette idée de télécinéma, ben, elle s'est développée quand même parce qu'on a ensuite parlé du téléfilm. Hein, le téléfilm, ben là c'est sûr que c'est français ou québécois. Je ne sais pas si c'est la même chose, l'équivalent en espagnol. Mais nous, un téléfilm, quand tu dis à quelqu'un un téléfilm, tu penses à un film qui n'est pas de qualité. Hein? C'est un film pour la télé, etc. Donc, il y a eu un moment donné où les films pour la télé n'étaient pas des films intéressants, pas des films de qualité, c'était des films de série B ou même de série Z, etc. Donc, le rapport entre la télé et le cinéma a toujours été très important. Et si j'ai parlé de bélinographisation, c'est parce que justement, pour nous, le cas typique initial, c'est le bélinographe. Le bélinographe, c'est Édouard Belin, hein, qui a donc inventé ce qu'il a appelé donc le bélinographe et qui est l'ancêtre du fax et qui donc décomposait en points les images pour les envoyer par les ondes électriques, etc. Donc, il y a toute cette idée-là de décomposition d'images et où le message, finalement, est linéarisé par des bits et qui donc trouve son primum movens, sa première manifestation, dans le bélinographe dès 1907, d'ailleurs. Et donc, c'est la grande différence qu'il y a entre le cinéma et le vidéo-cinéma, c'est aussi ça. Philippe, tu peux peut-être dire un mot? Pas sur le bélinographe, mais sur la question du rapport à la télévision. Mais je crois que chez vous, en Amérique du Sud, toute la tradition de la telenovela est tout à fait intéressante, aussi observée dans ce sens-là. Ok, pues me permito sintetizar nada más que André mostraba la portada de la revista de los Cahiers du Cinéma en 1951, que mantuvieron a lo largo de unos 12 números, que decía revista de cine y de televisión, de telecinerama, ¿no? Ese era el término. Y que luego, bueno, la televisión fue mutando y también hubo como una producción de los telefilms, los cuales comenzaron a tener calidad baja, entonces ya ahí cambió la cuestión y ya no se le refería. Pero o sea, y que le gusta mucho esta idea de venganza, ¿no? Del cinematógrafo de Edison, ¿no? Que como lo ves todo, que es como los celulares que los ves de manera aislada, individual,
y chiquito. Y entonces, bueno, también habla de otro aparato como antecesor a esto que es el belinógrafo, ¿no? A la tele, esta cosa, que es como, era como una especie de fax de imágenes, que también la imagen se linearizaba a través de la emisión de bits. Y para Philippe, bueno, que también le parece interesante esta cuestión híbrida a partir de las telenovelas, justamente para América Latina. Et ce que je veux peut-être rajouter par rapport au bélinographe quand même, c'est que, et là je vous encourage tous à échanger avec nous là-dessus, c'est que il y a un champ de recherche dans l'archéologie du numérique finalement, qui reste encore vraiment à travailler, et le bélinographe est un élément important de cette compréhension archéologique du numérique. Puisque le bélinographe, il a tout bêtement dit il faut décomposer l'image pour mieux la recomposer, pour la transmettre. Donc, décomposons pour transmettre et la recomposer à l'autre bout. Et ça, c'est quand même un principe intellectuel qui est le fondement du numérique. Et donc, il convient de faire une archéologie du numérique en allant jusque-là, je crois, et même plus avant. Et ça remonte même aux années 30, si vous voyez ce que je vous montre là. La vision de Belin, donc, pour lui, il voulait transmettre des images par les ondes hertziennes sur une pellicule photochimique et donc pouvait éventuellement envisager, comme dans l'image qui est ici, donc, de faire un tournage ici, donc un intervieweur qui parle de la possibilité de transmettre par les ondes hertziennes, ce qui est schématisé donc, dans ce dessin, quelque chose qui se passe à New York, à Paris ou vice-versa. Donc, déjà dans les années 30, 28. Donc, ce projet qui n'a jamais eu lieu, mais qui a quand même été pensé à l'époque. Et le bélinographe, c'était d'abord et avant tout pour transmettre des photographies à distance, notamment pour l'identification judiciaire, notamment pour les services policiers, etc. Et c'est un mot qui a tellement marqué la culture française, française de France, qu'encore dans les années 60-70, quelqu'un pouvait dire « Tiens, je t'envoie un bélino ». C'est un fax. Et si je te coupe, le Tour de France a fonctionné. Donc, la couverture médiatique du Tour de France a fonctionné par des bélinos au départ. Il fallait envoyer des bélinos. C'était les seules images qu'on avait de la course. Oui, mais quand on disait bélino, tu parles de quelle année? Les années 30 ou 40? Oui, après, les années 40. Oui. Ouais. Même avant. C'était le bélinographe, l'ancêtre du fax. Mais encore dans les années 60, il n'y avait plus de bélino. C'était un fax, en guillemets, fax similé d'ailleurs. Et donc, on appelait quand même ça un bélino en France. Sí, bueno, que es muy interesante para hacer más una línea de investigación sobre la arqueología de los medios, sobre este aparato, el belinographe, que surgió en Francia y que se usaba para enviar fotografías, fotos muy usadas con la policía. Y bueno, desde los años 40 ya existía y que en Quebec todavía no hace mucho se decía, cuando la gente mandaba un fax, decía, te mando un belino. Y que ahí hay varias líneas de investigación para la arqueología y los medios. Bueno, muchas gracias André, Philippe, merci. Gracias Katia por las traducciones. Simplemente estamos 8 minutos pasado el tiempo, estamos disfrutando mucho de la charla. We're having a great time listening to you. I'm just going to open up for a couple of questions from the audience, if that's okay with you. Yeah. Okay. Sí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de nuestra audiencia, gracias a todos por participar y estar con nosotros, pueden hacerlo ahora. Simplemente abran su micrófono y pueden comunicarse con Philippe, André, y Katia nos hará el favor de traducirles la pregunta. Buenas tardes. Hola María. Primero decir que es un placer para mí compartir esta charla con André y con Philippe.
En esta ocasión me gustaría por ahí referirme un poco a lo último que mencionó Diego y aquello que ustedes hablaron en su artículo y que refirieron en su charla hacia el final. Y si bien estamos estableciendo por ahí el vínculo entre institución cinematográfica y plataforma, o entre plataforma e institución televisiva, me gustaría un poco por ahí centrarme en la relación de la plataforma con la televisión, que fue un poco lo último que mencionó Diego y que ustedes hicieron referencia. Y en ese caso, preguntarles si la reacción de la televisión hacia la aparición de las series ficcionales específicamente en plataforma, o al boom de las series ficcionales en plataforma, si la reacción de la televisión tiene que ver más con esta cuestión de separación, de absorción o de complementariedad con la plataforma. C'est une belle question. Katia? Oui. Gracias, María. Oui, donc la question c'est si, si la télévision, à travers les séries fictionnelles, en plateforme, elle voudrait savoir quelle est la réaction des télévisions au niveau intervalle, si c'est une question de séparation, d'absorption ou de complémentarité. Oui, c'est une belle question aussi. Je Pas sûr que j'ai bien compris moi-même. Donc, André, donc la question que pose Marie, c'est que elle s'interroge davantage sur le lien entre les plateformes et la télévision, hein, et par rapport à la typologie que nous avons proposée, hein, en 3 termes, distanciation, absorption ou moyen terme, quelle est la position de la télévision par rapport à ces plateformes, hein? Je crois que c'est ça, Maria. Donc, je crois que la réaction institutionnelle de la télévision a été, comme toutes les institutions médiatiques, d'abord une crainte par rapport à ce qu'ils considèrent comme une rupture de l'intervalle, hein. Puisque si on prend notre théorie des intervalles, dès qu'il y a eu une institutionnalisation d'un média, il s'est creusé tout autour de lui des intervalles identitaires. Et dès que cet intervalle identitaire, la réaction institutionnelle est de dire « Oh là, attention, il faut réagir, on doit réagir ». La télévision a eu cette réaction institutionnelle par rapport à ces nouvelles séries qui venaient de nulle part, des plateformes. Elle qui avait déjà pratiqué la série avec un certain succès, hein, qui était sa marque de fabrique, les séries télévisées. Voilà-t-il pas que les plateformes commencent à dire « Nous aussi, on fait de la télévision, de la série, et de la série de bonne qualité ». Donc là, la réaction identitaire de l'intervalle télévision a été au premier abord très négative, très dure. Donc en disant il faut qu'on trouve des moyens de faire aussi bien, ou bien de nier, ou bien de… Et puis après, on a vu qu'il y avait des phénomènes de porosité, d'échange, hein, d'interférence, qui fait que certaines séries sont passées en télévision, pas trop dans le sens au début, mais finalement, on a quand même eu des moyens de négociation, disons. Oui, il faut tenir compte aussi. Oui, sachant que la télévision, comme la sérialité fait partie de son ADN, elle doit de toute façon gérer la sérialité quand des autres en font. Quand des autres en font de la sérialité, elle doit gérer ça. Et donc, il y a eu, je crois, ce genre de phénomène. Mais l'autre phénomène aussi, Philippe, il faut prendre en considération, j'imagine, c'est que les télés ont réagi aussi en ouvrant leur propre plateforme. Pas toutes, mais beaucoup. Orange, Radio, en France, Radio-Canada. Donc, c'est des concurrents de Netflix. Bon, ils ne sont peut-être pas à la hauteur de Netflix ou de Disney, mais parce que, bon, bien sûr, mais il y a ça aussi. C'est intéressant quand même parce que tout ça tourne autour de l'importance culturelle que peuvent représenter les séries, ce qu'on appelle les séries télé, qui ne sont plus tellement en français, en tout cas des séries télé. Et donc, moi, je me rappelle très bien avoir commencé à regarder Lost un peu à la télé. C'était à la télé normale, hein, peu importe la chaîne. Et puis après ça, de l'avoir continué en vidéo, en DVD, etc., etc. Et ça, c'était à une époque où
Netflix n'était pas encore en streaming, j'imagine. Puis tout à coup, le phénomène des séries télé s'est transporté sur les plateformes. Et bon, bien sûr que ça concurrence les télés, sauf que les télés sont concurrencées pour les nouvelles par les réseaux sociaux, sont concurrencées par toutes sortes de choses. Et je pense que les télés n'ont pas le choix, elles s'adaptent et elles se transforment. Dans ce sens-là, j'ai un exemple de la Belgique. Donc, une de nos chaînes en Belgique qui s'appelle Bell RTL a coproduit avec Netflix une série sur un fait divers d'un homme politique qui aurait tué sa femme. On n'est pas vraiment sûr qu'il l'a tué. Et donc, il a fait une saga de série avec la coproduction de Netflix. Et pour RTL TVI, donc la chaîne belge qui l'a produit, pouvoir annoncer que c'est une coproduction avec Netflix, c'était un argument de vente très important pour le public. Et il le projetait où? Sur la télé? Sur la télé. Et à Netflix sur Netflix, et aussi sur Netflix, après. Les deux, après, il y a une diachronie oui, inversée, oui. Des médias, inversée. C'est incroyable le nombre d'inversions qu'il y a dans ce monde-là. Ok, bueno, María, pues la respuesta es que estas instituciones mediáticas pues siempre reaccionan de diferentes maneras, cuando se sienten en competencia, sobre todo con miedo, y están obligados a tener como reacciones bastante rápidas, y en el caso pues de la cuestión identitaria, a veces puede ser negativa, pero se empieza a ver también cierta porosidad del intervalo. Para si bien que la televisión tiene en su ADN la serialidad, cuando los otros hacen serie, ellos también responden y se ponen a hacer a sus propias series, que es el caso de Radio Canadá, de Orange o de otras, cadenas. Y bueno, pues que André veía los primero en la televisión y después ya en DVD, ¿no? Pero que efectivamente la tendencia es adaptarse, transformarse, y que también ahora en Bélgica se está viendo con una cadena que no detecta el nombre, pero que se hace coproducción y que esto es un argumento de venta para ellos. Muchísimas gracias. Et moi, je me permettrais d'ajouter quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Philippe, mais il me semble que la prédominance ou la préséance ou l'importance qu'ont pris les séries télé ont comme activé le spectateur pour qu'il soit plus ou fréquemment en relation avec la télécommande et avec la volonté de voir ces films, ces séries-là sur un appareil, soit un petit appareil ou un petit ordinateur ou la télé, mais sur lequel il a le contrôle. Souvent, on va penser que, bien sûr, on va aller au film, voir un film, on n'a pas le contrôle sur le débit, bon, etc. Sur Netflix ou à la télé ou autrement, lorsqu'on est sur une plateforme, on a le contrôle du débit. Mais ce qui est important de voir, c'est que de toute façon, la série demande un contrôle du débit. Parce que sinon, ben, tu vas regarder, tu peux faire du binge, mais s'il y a cette saison de 10 épisodes, tu ne peux pas voir les 70. Donc, nécessairement, il y a une négociation entre le spectateur et le produit filmé. Appelons ça comme ça. Donc, la série impose et suppose la collaboration ou le contrôle du débit de la part du spectateur. Et ça, ben, des séries télé, il n'y en a pas au cinéma. Il pourrait en avoir. Mais alors, si je prolonge ta pensée et si je fais le lien avec ce que nous avons dit dans l'exposé théorique, c'est que la série serait très proche, très intime avec l'idée de visionner. Oui. Donc, la notion de visionner s'accommode bien avec la sérialité, avec l'idée de série. Alors que le regarder s'accommode plus avec le film unique, one shot, sans doute. Et en même temps que visionner, je crois, s'accommode bien avec l'idée d'une maîtrise de l'instrument qui permet de visionner, c'est-à-dire les écrans de tout poil, toutes sortes d'écrans et les appareils qui vont pour le domestiquer. Oui, puis le spectateur n'a pas la même attitude
par rapport à un film en salle, bien sûr. Par rapport à un film dans son salon, c'est différent un peu, mais c'est autre chose que celui de la série. Parce que la série demande un investissement de la part du spectateur dans l'opération, les opérations. C'est un peu lui le projectionniste, disons ça comme ça, c'est une métaphore un peu bête, là. C'est un peu lui le projectionniste, c'est lui le diffuseur, tu vois. Et c'est lui qui décide jusqu'où ça va aller, bon, etc. Alors que pour un film, on peut imaginer qu'un film, même sur plateforme, la plupart des gens vont le regarder du début à la fin, sans interruption, sauf incident de parcours. Mais pour une série, tu ne peux pas la regarder du début à la fin. Impossible. Je ne sais pas, Katia, comment se dit visionner en espagnol? Visionage. Peux-tu traduire ça un peu? Si, si. Je voulais juste te demander, tu as dit que dans la série, il faut imposer une collaboration du débit. Ça, je n'ai pas compris. Le débit. Le débit. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es au cinéma, tu n'as pas de contrôle du débit. Le débit est décidé par quelqu'un d'autre. Mais sinon... La projection? Ouais. C'est le flux des images, la continuité des images, le flux des images, le débit. Le débit comme un débit de l'eau, de ruisseau. Ah, d'accord, d'accord. C'est pas le débile, là. Entonces, bueno, que con la televisión el espectador es activo, ¿no? Porque él tiene el control con el aparato remoto, él está activamente controlando, mientras que en el cine, pues solamente llega, se sienta y lo ve en un solo flujo, ¿no? Y bueno, que la serie sí que tiene una negociación con el espectador y tiene esta cuestión de controlar el flujo, ¿no? Por eso serie queda muy bien con visionar y mirar o ver con la idea de ver una película en un jalón, digamos. Entonces, bueno, pues el espectador ahora tiene el dominio tecnológico, ¿no? Él es el proyeccionista y es a su vez el difusor, ¿no? Y en una película, pues la recepción es diferente. Muchas gracias, Katia. Otra vez, gracias, André, Philippe. Thank you very much for your great responses. Every response is like an essay. And we've been abusing your time. I know it's really late for you. So we're going to end the meeting. Vamos a terminar esta sesión. It was really amazing, and we're very happy to have your essay in our journal. And thank you for your generosity. Muchas gracias por su generosidad, por compartir su ensayo con la revista y darnos tantas cosas para pensar, ¿no? Give us so many things to think about and reflect. I wish we had time to give you a grim picture of the situation in Latin America, but maybe that's perhaps for another meeting. Sería bueno darle un panorama de la situación bastante deprimente en Latinoamérica con respecto a la producción de cine y al cine en general, pero eso lo dejamos para otro encuentro. Javier, ¿querés dar por terminado nuestro encuentro? Sí, bueno, muchas gracias por participar. Espero que la próxima podamos recibirlos aquí en Argentina, en particular, a Philippe y André, están invitados naturalmente, pero bueno, por lo pronto les agradecemos mucho su tiempo y también a todos quienes estuvieron aquí presentes y asimismo han tomado la palabra y coordinando, y por supuesto a Katia, que nos ha ayudado mucho con las traducciones y tradujo el artículo de ellos, ¿sí? Un aplauso para ella y para ellos también. Tradujo el artículo del cual ellos hablaron mayormente en esta presentación, que se va a estar publicando en el número de mediados de año de Cine Documental. La revista online Cine Documental, revista.cinedocumental.com.ar. Casi me olvido ya el link, hace mucho que no estoy vinculado, pero seguimos, y espero que en cuanto a Lior, Tomás, sigamos haciendo este tipo de encuentros. La Facultad de Arte de la UNICEN está
dispuesta a que sigamos haciéndolo. Bravo. Muchas gracias. Un mot pour terminer. Merci à vous tous qui avez organisé cette appelons ça visioconférence, mais merci à vous tous et d'avoir accueilli la proposition initiale de Katia. Et merci à Katia d'avoir été notre ambassadrice auprès des Argentins et des Mexicains. Et des Brésiliens, etc. Ah non, non, c'est un plaisir, un grand honneur pour moi. Avec plaisir. Merci, merci énormément à vous pour tout. Et j'espère qu'on se verra présentiellement. Oui. Adiós. Adiós, merci beaucoup. Adiós, Au revoir. merci beaucoup. Merci. Salut Philippe. Adiós.